Qui a déjà souhaité être connu? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous répondraient oui. Faut pas faire le timide, c'est quelque chose qui fait rêver, surtout lorsqu'on est plus jeune. Je vais vous présenter un manga aujourd'hui qui parle de la célébrité et plus particulièrement des idoles. De nos jours, on en rencontre particulièrement en Occident à travers les groupes de K-pop, mais le concept d'idol vient à l'origine du Japon. Et sachez que à travers toutes les paillettes, ce monde est un monde impitoyable qui regorge de dérives et de conditions de vie très peu enviables. Oshinoko est donc le manga qui va nous parler de ce monde. Le premier volume fait office de prologue. Si vous regardez l'anime, ce sera le premier épisode. C'est difficile de parler de ce manga sans spoiler le prologue, mais en même temps, je n'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Donc je vais commencer par une partie sans spoiler de ce prologue et je vais finir par une partie avec spoiler pour ceux qui s'en fichent et ceux qui ont déjà vu la série. Dans Oshinoko, on suit le parcours de deux jumeaux, Ruby et Aquamarine, dit Aqua Hoshino. Ils ont grandi avec leur mère adoptive Miyako, qui dirige Ichigo Prod, une petite agence artistique qui gère des youtubeurs et influenceurs. Ils ont baigné donc dans le monde du showbiz et Ruby a un rêve, celui de devenir une idol. Elle veut suivre les pas de sa chanteuse préférée, Ai, qui était la star du groupe Bikomachi, autrefois géré par Ichigo Prod. Et ça tombe bien, Miyako, pour aider Ruby dans son rêve, va lancer la création d'un groupe d'idoles dont Ruby sera la première membre. Grâce à cela, Ruby va pouvoir s'inscrire dans la filière artistique du lycée Yoto, qui est très prisé par les graines de stars. Aqua, lui, s'inscrit dans la filière générale de ce lycée car il est très protecteur envers Ruby. Aqua, lorsqu'il était enfant, a joué dans un film où il avait fait sacrément bonne impression et il se destinait donc à devenir acteur, mais depuis, il a perdu sa motivation, pensant qu'il n'a pas le talent pour devenir pleinement acteur. Néanmoins, il est resté en contact avec le réalisateur de ce film pour apprendre notamment le montage vidéo. Dans ce film, il a joué aux côtés d'une enfant star, Kana Harima, qui s'avère également être au lycée Yoto. Elle faisait très diva lorsqu'elle était enfant. Elle était agacée par le fait qu'Aqua joue mieux qu'elle dans le film, c'est pour vous dire le personnage, mais depuis, elle semble s'être assagie et à l'inverse, elle a l'air très admirative d'Aqua, au point qu'elle ne l'a jamais oubliée. Et donc l'histoire va s'articuler autour du monde du show business et notamment d'Aqua, de Ruby, mais aussi de Kana. Il est plutôt difficile de définir un genre pour Oshinoko, mais ce serait un drame psychologique à suspense. On y voit les facettes sombres et moins sombres du monde du divertissement. Et divertissement au sens large car seront abordés plusieurs domaines du divertissement. J'ai déjà parlé de la musique et du cinéma, mais il y aura aussi du théâtre, de la télé-réalité et même du manga. Et donc, le manga n'hésite pas à aborder des thèmes difficiles. Tout d'abord, le jeunisme dans le monde du divertissement et particulièrement des idoles, où 25 ans est déjà considéré comme vieux. Et on le voit car presque tous les personnages principaux sont mineurs. Bon, après ça, c'est assez répandu dans le manga, mais quand on sait que les idoles sont souvent sursexualisées, ça peut faire froid dans le dos, surtout lorsqu'on voit des adultes faire cette sursexualisation. Le manga va ainsi évoquer les abus sexuels qui peuvent donc survenir dans ce monde, en particulier sur des mineurs qui sont donc plus vulnérables. Le summum du jeunisme dans ce monde est bien sûr la présence des enfants stars. Dans le manga, on va voir cela à travers Kana Harima, et donc on va voir des parents qui veulent vivre leurs rêves à travers la vie de leurs enfants. Et cela va poser également des questions sur la durée de vie d'une célébrité, car la célébrité, ça s'entretient, sinon on disparaît des écrans. Kana Harima a fait face à cela, car suite à son comportement exécrable, elle décrochait de moins en moins de contrats. Elle a dû donc se remettre en question et se renouveler pour pouvoir continuer à exister dans ce monde. Et au cours du manga, on va voir beaucoup de personnages remettre en question leur talent et leur légitimité, en commençant par Aqua bien sûr, mais d'autres personnages vont également y faire face. Je pense notamment à un acteur qui était mis en avant juste pour sa belle gueule, mais qui n'avait aucun talent. Et il va finir par se remettre en question et questionner sa légitimité en tant qu'acteur pour progresser et devenir un meilleur acteur.
Et justement, on va assister à des projets qui n'ont pas pour but d'être excellents, mais seulement d'être de la pub. Dans ces projets, la production cherchera à faire ce qui plaît au public au détriment de la qualité, des acteurs ou même de la vérité. En parlant de la vérité, un thème abordé est le rôle que certaines célébrités se donnent pour se protéger, car la réputation fait beaucoup dans ce métier et à l'heure des réseaux sociaux, la tempête médiatique peut faire très mal à des célébrités si elles ne sont pas assez préparées. On verra donc ce côté fragile des célébrités, comment ils réagissent face aux ragots, aux événements et notamment leur stabilité émotionnelle qui est remise en question, avec des envies d'arrêter, de ne plus savoir quoi faire, et même pire, de meurtre ou de suicide. Car il est impossible pour eux d'avoir une vie normale, notamment pour les idoles qui sont censés appartenir à leurs fans, et ils ne sont donc pas censés avoir de petits amis, sous peine d'engranger la colère des fans les plus dévoués. Les stalkers et autres fans obsessionnels seront donc également abordés par le manga. En plus des relations avec les fans, les relations entre célébrités seront également évoquées. On y verra donc de la jalousie ou de la rivalité entre célébrités ou même au sein d'un groupe. D'ailleurs, il y a beaucoup question de favoritisme ou de faveur qu'on se rend. On verra très clairement des pistonnages dans le manga, mais on assistera également à de la bienveillance entre célébrités avec des amitiés qui naissent, voire plus. Seront également abordés l'aspect financier entre le budget, les salaires des idoles au final qui peut être très faible, mais également les différences entre les agences de production. Il y a aussi des choses plus spécifiques au monde du manga, comme le rythme de publication infernal et le manque d'envie de déléguer. Sera aussi abordée la difficulté d'adapter une œuvre artistique, car il faut plaire à l'auteur original qui peut parfois être un génie et refuser tout compromis, le tout dans des délais raisonnables. Et il faut en plus que l'adaptation apporte quelque chose, sinon ça ne sert pas vraiment à grand chose de l'adapter. Au scénario de ce manga, on retrouve Aka Akasaka, l'auteur de Kaguya-sama, un manga dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne et dont la parution avec Oshinoko fut simultanée pendant 2 ans, ce qui est pas facile du tout et qui peut peut-être expliquer l'arc qui critique le monde du manga dans Oshinoko. Il est associé à Mengo Yokoyari au dessin et il va pouvoir faire différents clins d'œil dans les 2 mangas. Clins d'œil qui prouvent que les 2 mangas se passent dans le même univers. Ça fait toujours plaisir, surtout lorsque vous avez lu les 2 mangas. Et donc Oshinoko, je vous l'ai dit, parle de sujets difficiles et sérieux, mais ça garde quand même un ton général assez léger. Ce n'est pas du tout un manga tout le temps dark où on voit que des choses négatives. En effet, il y aura des passages qui font assez tranche de vie en fait. Bien entendu, tranche de vie d'une célébrité. Et souvent, on va en fait plus compatir avec les personnages et ce qui leur arrive. Et en parlant de Kaguya, on va retrouver de la romance, mais pas du tout au même niveau de priorité. Et de même, on va retrouver des moments qui font rire. Ça va jouer beaucoup sur les personnalités des personnages, entre Ruby qui n'a pas de filtre, Aqua qui n'a pas d'émotion, en tout cas qui le montre très peu. Et un autre exemple, c'est Kana qui n'hésite pas à faire des mesquineries. Le moment est arrivé d'aborder la partie avec spoiler. Je vais faire un résumé rapide pour ceux qui n'ont pas regardé l'anime ou lu le manga et qui s'en foutent des spoilers. Et donc, Aquamarine et Ruby, les 2 jumeaux, sont des personnes qui se sont réincarnées et le prologue démarre avec l'ancienne identité d'Aqua, Goro Amamiya, qui est un gynécologue. Il est chargé de faire accoucher une idole qui s'appelle Ai. C'est une idole qu'il admire beaucoup car une de ses anciennes patientes, Sarina, était une grande fan du groupe Bikomachi dont Ai est le visage. Et donc j'ai précisé ancienne patiente car Sarina était très malade et elle a succombé à sa maladie. Et le spectateur ou le lecteur va très vite découvrir que Sarina s'est réincarnée en Ruby, mais Aqua et Ruby ne seront pas au courant de l'ancienne identité de l'autre avant un bon moment dans le manga. Et donc Goro doit s'occuper d'Ai dans le plus grand secret car bien sûr c'est une idole très connue et elle doit donc se cacher pour son image car ce n'est pas bien vu d'être enceinte, encore moins à 16 ans. Et le jour de l'accouchement, il va être soudainement assassiné alors que Ai met au monde des jumeaux, un garçon et une fille,
qui sont bien évidemment Ruby et Aqua. Il va conserver ses connaissances, ses souvenirs et ses compétences. Il en est de même pour Ruby, et c'est pourquoi ils vont être considérés comme précoces, car par exemple, ils savent déjà parler. Ai n'a pas de famille, elle a grandi dans un foyer, donc elle n'a pas vraiment de structure familiale stable. Mais heureusement pour elle, elle va pouvoir compter sur son agence qui va l'aider à élever ses 2 jumeaux, car Ai doit bien évidemment garder ses enfants secrets, et ils seront souvent masqués comme si c'était les enfants du couple qui dirige l'agence, Ichigo et Miyako. S'ensuit 4 ans de vie familiale difficile, mais où ils sont très heureux, car c'est le début de la carrière d'Ai et elle n'est pas encore pleinement une tête d'affiche, mais progressivement elle va devenir de plus en plus populaire, surtout après être apparue dans un film jusqu'à atteindre un statut légendaire. C'est le même film où Aqua va rencontrer Kana Harima et où il va impressionner par son jeu d'acteur car il possède bien évidemment les compétences d'un adulte. Et c'est pourquoi dans la suite de l'histoire, il doute beaucoup de son talent puisque pour lui c'était simplement dû au fait que c'est une personne qui a été réincarnée. Mais malheureusement, Ai va être subitement assassiné par un fan sous les yeux d'Aqua et ce fan complètement demeuré semble être le même qui a assassiné Goro et il va se donner la mort par la suite. La mort d'Ai a fait un grand scandale, mais Aqua et Ruby ont réussi à rester secrets et ils ont été recueillis par Miyako après la mort d'Ai, car même si cette dernière était assez vaine et superficielle, pour pas se mentir, et qu'au début elle gardait les jumeaux en étant très réticente, elle s'est peu à peu attachée aux jumeaux et va s'en occuper comme si c'était ses propres enfants. Elle sera assez protectrice envers Ruby par exemple, et on voit donc une très nette différence entre son personnage dans le prologue et dans la suite de l'histoire. Mais le stalker qui a tué Ai était au courant que Ai avait eu des enfants et il était motivé par ça, soi-disant qu'en ayant eu des enfants, Ai a trahi sa relation avec ses fans. Et vu qu'il a pu retrouver la trace d'Ai, car il l'a assassiné à son appartement, Aqua va en déduire que le meurtrier a été aidé par le géniteur des 2 jumeaux dont l'identité n'était connue que par Ai. Et donc Aqua désire se venger. Il va déduire que c'est quelqu'un qui évolue dans le même monde qu'Ai, c'est-à-dire dans le monde du divertissement. Et c'est pourquoi il veut à tout prix entrer dans ce monde pour retrouver son père et le tuer. Et on verra que cet événement l'a profondément traumatisé, car Aqua est devenu bien plus taciturne, comme on peut le voir dans la suite de l'histoire. Son désir de vengeance guide sa vie, mais il a été totalement obsédé par ça, au point qu'il n'hésite pas à vouloir se servir des gens pour atteindre son objectif. Mais finalement, on va voir à travers le manga qu'il va s'ouvrir de plus en plus, qu'il va se lier d'amitié avec des personnes, voire plus, et montrer une facette bien plus empathique malgré lui, même s'il reste centralisé sur son enquête pour retrouver l'identité de son père. Aqua et Ruby sont donc des personnes qui ont été réincarnées, et c'est un thème fantastique qui sera assez souvent abordé dans le manga, rien que de se demander comment c'est arrivé, pourquoi eux, Goro et Sarina, ont été choisis pour se réincarner en Aqua et Ruby. Aqua va déduire qu'il faut qu'il fasse quelque chose de sa vie, et ce quelque chose c'est bien évidemment se venger. On sent qu'il ne souhaite pas vraiment vivre sa seconde vie, et qu'il pense ne pas mériter de la vivre car il n'a pas réussi à sauver Ai. Alors que Ruby c'est l'inverse. Dans son ancienne vie, elle était malade et elle ne pouvait pas vraiment sortir de l'hôpital jusqu'à sa mort alors qu'elle n'avait même pas encore 16 ans. Et donc pour elle, cette seconde vie, c'est une chance inouïe et elle va donc profiter pleinement de sa nouvelle vie. Bien évidemment, la différence dans leur vision vient aussi du fait que Goro a pu vivre une vie d'adulte alors que Sarina non. Et donc la personnalité de Goro est bien plus marquée que celle de Sarina, au point où Aqua va se questionner sur qui il est vraiment. Est-ce qu'il est toujours Goro le médecin, ou bien est-ce qu'il est Aqua l'acteur prometteur? Bon, même si on verra dans le manga que son ancienne entité va s'effacer peu à peu, naturellement. Et donc on peut voir qu'Oshinoko a une dimension bien plus psychologique avec du fantastique que je pouvais pas vraiment évoquer sans spoiler. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur Oshinoko. Le prologue est très long, mais le manga en vaut le coup, même si la fin de l'histoire a été quelque peu décriée par les fans, mais bon, comme souvent. Et donc si tu veux que je sois aussi connu que Pion, le youtubeur le plus connu qu'on voit dans Oshinoko,
N'hésite pas à liker ma vidéo et à t'abonner.